Bibi accueille Philippe sur son bateau pour lui expliquer la technique de la pêche au filet barrage. Dans un premier temps, le pêcheur barre la rivière avec des filets afin d'obliger les poissons migrateurs à passer au-dessus d'un carrelet qui les prend au piège. Bibi pêche également la friture à l'épervier. Les pêches au filet de Bibi. Je voulais vous présenter un pêcheur professionnel, Jean-Marc, dit Bibi, qui est donc le dernier pêcheur professionnel du département de la Nièvre. Voilà, sur la Loire nivernaise, oui. Tu as tendu des filets avec des grands piquets. C'est une activité de ta journée. Oui, ça fait partie du travail de pêcheur professionnel, le filet barrage. Tu pourrais nous expliquer un petit peu? C'est un système de pêcherie fixe qui sert à pêcher les poissons migrateurs. Donc à l'ose, lamproie, bon, saumon quand on avait le droit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai barré sur la rive droite pour éviter les saumons qui remontent essentiellement l'Allier. Et éviter les mauvaises langues de pouvoir dire que les professionnels retirent les poissons de la rivière et qu'il n'y en a plus pour les petits pêcheurs à la ligne. Voilà, c'est ça, oui. De toute façon, les gens ne sont pas idiots. En général, ils viennent bien pêcher sur les lots que j'exploite. Ah aussi? Un lot exploité est quand même bien plus poissonneux qu'un lot laissé à l'abandon. D'accord. Alors comment tu pratiques là, les filets tels qu'ils sont là? Donc tout le système, tout le filet que vous voyez derrière moi qui est posé sur les perches, bon, là c'est pas en pêche aujourd'hui, c'est un écran en fin de compte. C'est ce qui va stopper la migration du poisson. Donc le poisson va chercher la sortie. Et en longeant le filet, il va passer sur le carrelet qui est là. Et avec des indicateurs de touche, des petites ficelles sur lesquelles il va venir se frotter ou s'appuyer légèrement et on peut pêcher visuellement ou au toucher en tenant les ficelles de touche. D'accord. Alors on viendra à cette partie-là qui est un petit peu plus technique. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des mailles de filet. Je suppose qu'elles sont différentes en fonction des poissons. En fonction de l'époque surtout. En début de saison, quand on pêchait les saumons, il y a une dizaine d'années, au mois de mars, on pêchait avec de la maille de 180 mm. C'est-à-dire qu'un saumon peut passer dans la maille. Il ne passe pas parce qu'il y a l'écran et ça le gêne. C'est l'écran qui le gêne. Autrement, il avait 18 cm de côté, c'est des mailles énormes. Oui. En début de saison, on est toujours sujet à des coups d'eau, donc on est obligé d'avoir un maillage assez fort de façon à éliminer un maximum de feuilles, de débris de végétaux, enfin toutes sortes de choses. Et tu descends donc au niveau des tailles de mailles en fonction des poissons. Puis voilà, dès qu'on arrive à avoir des aloses, donc les aloses normalement chez nous on commence à les trouver au 15 avril, quoi. On y est là. Et donc après on est obligé d'avoir un maillage plus petit parce qu'elle passe à travers les mailles. Donc là c'est une filande en 100 mm. Mais bon, c'est pas facile à pêcher parce que ça demande un entretien permanent. Ça salit beaucoup. Des fois, il faut complètement nettoyer le filet 2 ou 3 ou 4 fois par jour. Et tu descends encore en maille quand on est sur la lamproie? Oh non, après non. Là, 100 mm, je suis au taquet. Après, on peut pas tenir. Après, on ne tient plus. Après, on entre vers du courant, donc tout ce qui dérive se prend dedans. Alors ça peut être un mouton crevé, ça peut être un fût de 250 litres, ça peut être 20 mètres carrés de bâche plastique, un bateau coulé, ça peut être n'importe quoi, des troncs d'arbres. Oui, donc effectivement, c'est embêtant. Donc là, on va pas la faire fonctionner, puisque bon, ce qu'il faut expliquer, c'est que malheureusement, en ce moment, la Loire, habituellement, est, on va dire, pas un mètre plus haut, mais au moins 50 ou 60, c'est ça. Donc la pêche est, je dirais, fructueuse. Et là, les crues sont pas ce qu'elles étaient, l'eau étant trop basse. Il y a très peu de poissons migrateurs qui sont arrivés jusque chez nous pour l'instant cette année, quoi. Voilà, comme tout professionnel, il ne peut pas se permettre de mettre des filets à l'eau ou de se mettre en action de pêche si ça ne rapporte pas ce qu'il faut, quoi. La pêcherie fixe, on travaille à 2 toute la journée, donc il faut pouvoir sortir de salaire. Donc c'est pas en prenant 4 brèmes et 2 barbillons. Effectivement, effectivement. Alors, on revient donc à la partie technique du carrelet, parce que ça c'est important. C'est un carrelet quand même qui est avec des indicateurs de touche, comme tu viens de dire. Tu peux nous montrer un petit peu tout ça, comment tu pratiques? Donc quand on met le carrelet en pêche, le carrelet est immergé. D'accord. À s'appuyer sur le fond avec la partie qui remonte là-bas, qui elle est posée à plat sur le fond. Les poissons longent le filet pour chercher la sortie. Oui. Et quand ils arrivent au-dessus du carrelet, ils vont venir toucher ce qu'on appelle les ficelles de touche, tout simplement. Ils sont tous reliés à un petit anneau qui lui est un indicateur visuel. Donc là, une fois qu'ils ont tapé, fin d'indicateur de touche, tu relèves et les poissons sont coincés à l'intérieur du carrelet. Les poissons sont pris dans le carrelet, donc on les prend avec l'épuisette. Et puis voilà, pour ce qui est des aloses, on les caisse tout de suite. Ou alors des fois on amène un bateau vivier dans lequel on stocke le poisson vivant.
D'accord. Alors, vous avez tendance à les garder vivants ou vous, sur le principe, C'est plus souple de les garder vivants parce qu'on n'a pas, de souci de conservation. Tant que les poissons sont vivants, il n'y a pas de problème. Alors, au-delà des piquets, là, parce que je vois qu'il y a du fil qui reste, donc tu le retends encore plus loin ou... Ça s'appelle le rabat. C'est-à-dire que le poisson, si par exemple, on n'a pas beaucoup de touches, bon, on ne s'abrutit pas à pêcher toute la journée. On pêche une demi-heure, on se repose une heure. On pêche une demi-heure, on se repose une heure. Ça demande beaucoup d'attention. Surtout quand on pêche à regarder l'anneau, parce qu'au niveau visuel, au bout d'un moment, on voit trouble, on se fait des touches dans la tête, on pêche plus, quoi. Donc il y a un rabat, et les poissons peuvent naviguer derrière le barrage pendant 1 heure et demie. Vous mettez en pêche, ils sont là. Oui. Bon, après, il faut trouver le bon endroit pour poser le barrage. Parce que vous pouvez mettre 200 mètres de filet barrage, c'est pas dit que vous preniez du poisson. Alors, c'est un peu la question que j'allais te poser. Comment tu fais pour savoir que les poissons vont passer là et pas 50 mètres plus loin ou 100 mètres plus bas? Disons qu'il faut essayer de trouver un endroit où le poisson va être en activité, c'est-à-dire qu'il va fournir son effort. Là, on est vraiment sur la tête de courant. C'est-à-dire que le poisson, c'est déjà tapé 100 mètres de courant pour venir jusqu'ici. Il n'aura pas forcément envie de faire demi-tour pour refaire le courant. Donc il est en activité, il est en train de nager. Si on pêche dans une eau trop calme, il va pas avoir vraiment d'effort, il va être nonchalant, quoi. Il va pas venir au carrelet comme il viendrait sur un courant. Voilà. Aujourd'hui, tu accueilles du public. Voilà. Hein, alors soit pour des sorties, puisqu'on peut voir ton magnifique bateau là-bas, où là tu fais, je ne vais pas dire des croisières, mais c'est presque ça, tu fais remonter les belles rivières nivernaises. Hein, c'est à quelle période de l'année? On commence début mai, au beau jour, quoi. D'accord. Et là, tu fais des balades? On fait des promenades. Mais bon, j'avais fait un petit questionnaire l'année dernière et les gens étaient quand même assez intéressés par les techniques de pêche quand même. Plutôt par les techniques de pêche. Venir avec nous pour voir le métier de pêcheur, quoi. Donc alors, la deuxième de tes activités loisirs, et là je pense que tu vas faire beaucoup d'heureux qui, à mon avis, viendront te voir, tu les emmènes, donc soit sur un bateau pour faire de la pêche donc au gros, éventuellement. Disons qu'on essaye de refaire une journée de pêche professionnelle, hein, que les gens puissent toucher un petit peu à tout en termes de pêche et puis un petit peu de batellerie aussi, parce que quand il y a du vent, on fait des promenades à la voile. Donc ils sont avoir une petite palette de ce que la Loire nivernaise et le bec d'Allier peut offrir aux gens. Y compris cette pêche technique-là? Ah oui, sans aucun problème. Oui, on peut accueillir les gens sur le filet barrage, il n'y a pas de problème. Quand il y a du poisson, c'est même intéressant, c'est rigolo. Hein. Et ça arrive que le poisson passe par-dessus le filet? Ah non, par-dessus le carrelet? Ouais. Ah oui, si on lève un petit peu tard et que le poisson est fini de sortir, on peut le basculer. Il peut être en équilibre et puis tomber du mauvais côté. Oui, c'est ça. C'est arrivé. Hein. C'est ça. Alors, comment ça se passe? C'est les gens que tu prends à la journée, à la demi-journée? Bon, pour les techniques de pêche et les sorties, enfin pour avoir vraiment une palette, c'est la journée. Mais autrement, on fait des sorties le soir, 18-21 heures en été. On fait des sorties de demi-journée, journée, oui, il n'y a pas de problème. Après, c'est un petit peu à la demande. C'est en fonction de ce que les gens veulent faire. C'est pas forcément établi parce que bon... la Loire, elle est vivante, donc c'est en fonction du niveau d'eau, c'est en fonction de plein de choses. Aujourd'hui, je suis ici, la semaine prochaine, tout peut se passer à 10 km en aval, donc il n'y a pas vraiment de point fixe. Donc là, en fin de compte, c'est vraiment activité à la carte. Les gens te contactent et à partir de là, on peut tout faire. Ils choisissent ce qu'ils veulent, quoi. On peut tout faire. Polyvalence complète, donc c'est quand même bien. Et là, donc, comme tu viens de le dire, aujourd'hui le bateau il est là, dans 15 jours, ils peuvent être éventuellement. Si la Loire monte d'1,50 m, je vais être obligé de tout enlever là. Là, bon, l'installation, ça remonte à peu près 3 jours de travail à deux. Mais un coup d'eau, 250 mètres cubes ou 300 mètres cubes de bois coincé dedans, il faut tout enlever en urgence et puis tout nettoyer, tout réparer et puis tout remettre ailleurs. Alors, une dernière activité que tu pratiques, c'est la pêche à l'épervier. La pêche à l'épervier, oui. Ça, c'est quand même assez saisonnier. C'est une pêche qui se pratique du 15 juin au 15 septembre. Donc là, essentiellement sur la friture. La friture, oui. Et il faut avoir un tour de main pour envoyer l'épervier quand même. Oui, le lancer par lui-même, ça prend assez vite en définitive. Hein. C'est le gars qui s'est fouetté une mouche saura lancer une épervier. Qu'est-ce qui est le plus dur alors? Le plus dur, c'est de trouver le poisson. D'accord. De trouver le poisson. Et alors une fois que le poisson est trouvé, quand tu lances un épervier comme ça, tu es capable d'attraper combien de poissons en même temps? Un bon coup d'épervier en saison, un coup d'ablette peut aller à l'épervier 5 kg. Ah oui, donc là c'est uniquement du petit poisson. Hein, ça, oui, c'est du petit poisson calibré qui part en friture. 5 kg ouais. Un seul coup d'épervier. Et alors quand tu pêches à l'épervier comme ça, tu pêches pendant combien de temps? Combien de coups d'épervier tu mets en général? C'est en fonction de ce que j'ai besoin comme poisson. Je travaille avec une bonne dizaine de restaurants sur la région. Donc le matin je pars pêcher, il me faut une quantité donnée de poissons, à moi de me débrouiller pour arriver à la faire, quoi.
Et tout ça en bateau toujours, hein. Oh, les bateaux, quand on pêche à l'épervier, servent surtout au déplacement, hein. Oui, c'est ça. Pour traverser, si on a besoin de traverser, pour des choses comme ça. Autrement, bon, l'épervier, c'est vraiment une pêche à pied, hein. Enfin, sur la Loire, je parle, hein. Bon, il y a des fleuves comme la Seine, par exemple, où ils pêchent à l'épervier en bateau, où il y a des petites variantes, quoi. Mais nous, on pêche essentiellement à pied. Et donc pour tous ces produits-là, bien évidemment, des licences ou des autorisations particulières à chaque fois, je suppose. Ah ben non, 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 pêcheur professionnel, après, bon, ben, on a droit à tous les engins réglementaires, quoi. D'accord, donc tous On les a engins, bon, bah, le maillage pour l'épervier, c'est de la maille de 10. Pour les carnassiers, bah, c'est de la maille de 27, puis ainsi de suite, quoi. Ah, donc sur les éperviers, tu peux même arriver à prendre du carnassier, c'est pas uniquement réservé à la friture. J'ai pas le droit de prendre des carnassiers avec de la maille de 10. J'ai le droit de prendre des carnassiers avec de la maille de 27. C'est-à-dire que j'ai des éperviers en maille de 27. Bon, maintenant, c'est des engins qui sont obsolètes, on s'en sert plus. Déjà parce qu'on a très très peu de carnassiers. Mais autrement, avant, ouais, ils pêchaient même les aloses. Ils pêchaient les aloses sur les têtes de courant à l'épervier. Alors au niveau de ces techniques de pêche professionnelles, donc l'épervier, les remontées de poissons au niveau des filets, j'aimerais avoir un petit peu ton sentiment, puisque un professionnel doit avoir normalement des points de repère, je dirais, plus pointus qu'un pêcheur à la ligne normale. L'eau aujourd'hui, est-ce que la qualité d'eau et le domaine piscicole est supérieur ou inférieur à ce qu'on pouvait trouver il y a 15 ou 20 ans par des anciens pêcheurs professionnels? Bah, en ce qui concerne la qualité de l'eau, je pense qu'elle est quand même de meilleure qualité que dans les années 70. Hein. Il n'y a pas de mystère, hein. Toutes les grandes villes ont quand même des stations d'épuration performantes. Pour ce qui est du poisson, la qualité du poisson, je pense qu'on a encore du poisson en Loire de très bonne qualité. En quantité, je pense qu'il y a les mêmes quantités qu'avant, simplement que les espèces ont changé. Alors c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même une grosse population de sandres, de brochets, de perches barrées, de la lotte en quantité, de l'anguille en quantité aussi. Et maintenant, bon, on a quand même beaucoup de silures et beaucoup de fritures. Voilà, grosso modo, c'est ça, hein. Un petit peu de carnassier. Le brocheur aurait tendance à revenir. Bon, les fédérations font quand même de gros efforts, les APP font des alvinages et tout. Bon, à terme, je pense que ça pourrait revenir. Mais bon, tant qu'on aura une densité de silures comme on l'a en ce moment en Loire, on ne pourra pas avoir des stocks de carnassiers, diront, acceptables, quoi. Par contre, donc les poissons, eux, ce qui a changé, c'est plus dû à l'apport de nouvelles espèces, de nouveaux poissons. L'introduction, hein. Oui. Voilà, plutôt qu'à la qualité de l'eau, en fin de compte. Ah oui, c'est sûr. Hein. Alors, moi, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ces bateaux fabuleux, parce que tu as des bateaux de pêche qui sont immenses, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de matériel et beaucoup de poissons, parce que pour arriver à supporter un carlet avec tout ce qu'il y a dessus, c'est des bateaux qui sont faits comment, en quoi? C'est toi qui les as fabriqués? Ah bah les bateaux que j'ai, oui, c'est les bateaux que j'ai fabriqués. Tout ça, c'est de la fabrication maison. Ouais. Alors, le bois, ça vient d'où? Le bois, il vient de Sologne. C'est du pin d'Oregon, du Douglas, qui a été scié en 13 mètres de long, hein, pour faire un bateau de 13 mètres. Ouais. Le bateau là est tout neuf, on l'a construit au mois d'octobre. Et puis il vient d'être fini, armé, prêt à pêcher, là, vous voyez, au 15 avril. Alors donc c'est toi qui as tout fait, donc je suppose que tu étais parti sans plan, quoi. Tu as fait quelque chose comme ça? On ne fait pas de plan pour faire un bateau comme ça, hein. On fait ce que la bille développe, on fait le développer de la bille. C'est-à-dire qu'on a 15 plateaux dans une bille, par exemple, ben on fait avec les 15 plateaux. D'accord, mais comment ça? C'est toi qui savais à l'avance ce que tu allais avoir besoin, qu'il fallait des planches larges? Oui, déjà je voulais un bateau large, parce que bon, à terme, pour accueillir des gens à la journée, pour venir à la pêche avec nous, il faut que le bateau soit convivial. C'est-à-dire qu'on puisse s'installer pour casser la croûte le matin, 6 autour d'une table, et puis être bien, quoi. Pas à se marcher dessus, quoi. Et puis bon, ben, c'est vrai que quand on enlève le carlet, il y a quand même une traction assez importante sur l'avant du bateau. Donc bon, en plus, bon, quand il empêche, il est chevré, hein, on le déleste légèrement de l'eau avec des treuils pour qu'il soit beaucoup plus stable. D'accord. Et tu vis sur ce bateau? Ah bon, on peut y vivre, hein. On peut y vivre, hein. Il y a une couchette, on peut y dormir, y manger. S'il y a besoin, si on est en pêche et qu'il y a du poisson qu'il faut travailler, bon, ben, on travaille, hein. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de rester. Pas obligé, non, mais bon, c'est quand même pas désagréable non plus, quoi. Une vie de Robinson quand même un petit peu, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que j'ai le sentiment que pour toi c'est pas vraiment un métier, c'est plus un loisir ce que tu fais. Bah ouais, moi je ne suis pas dans une notion de travail, hein, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais à la pêche, je vais pas au boulot. Ce que j'espère, c'est qu'il y aura des gens qui vont venir te voir comme nous on a fait, parce que c'est vrai que c'est des pêches qui sont pas communes, hein, et qu'on ne trouve pas partout en France. Et puis moi je te donne rendez-vous pour l'épervier, ouais. Hein, parce que je voudrais quand même, avant de repartir, goûter une friture nivernaise, parce que apparemment on m'a dit que c'était une spécialité qu'il fallait pas oublier, hein. On se retrouve au bord de l'eau en train de lancer l'épervier, enfin surtout toi, pour nous pêcher une friture, et qu'on ira déguster une auberge au bord du canal. D'accord. Hein, ou au bord de la rivière. ou au bord de la rivière.
Eh bien écoute Bibi, merci encore, et puis très bientôt sur les bords de la Loire. Continuons d'observer avec quelle dextérité Bibi lance l'épervier. Et dans quelques instants, nous allons de plus apprécier la recette de la friture à la nivernaise. Bonjour, vous êtes à l'auberge du Pont-Canal, au Guettat dans le Cher, au confluent de l'Allier et de la Loire. Je vais vous confectionner une recette de friture de l'Allier. Alors, je vous présente le produit, c'est des petites ablettes. Alors, elles sont arrangées. On fait une incision au couteau. Ensuite, je les mets dans la farine. Ils ont une bonne poignée, comme ça, par personne, c'est suffisant. Alors, on les farine bien comme il faut. Alors ensuite, on les met dans le panier de la friteuse.
il faut bien les secouer pour enlever l'excédent de farine. Hein. Voilà. Alors maintenant, elles sont prêtes à cuire. Alors, la friteuse, de l'huile. Hein, moi, je prends la graisse de palme, je trouve que ça cuit mieux. Alors, en premier temps, je vais la pocher. Il faut bien que ça soit saisi. Hein. Il faut bien le panier. Voilà, on l'a fait cuire. Bon, ben, disons que ça se fait cuire à l'œil. Hein. Alors moi je la fais cuire en 2 fois. Première fois le pochage, et ensuite à la demande du client, je la remets dans l'huile pour la finir de cuire, qu'elle soit bien croustillante. Alors là j'ai des petites ablettes qu'on trouve dans la rivière, des petites ablettes, des goujons, des petites éberlandes. Et là elle est magnifique. Là. Ouais, elle n'est pas tout à fait assez cuite, elle est molle encore. Bon là c'est poché. Alors, je la laisse bien égoutter. Il faut bien la laisser goûter parce qu'autrement, le poisson garde son huile et c'est pas bon. Alors je la laisse sur un plateau. En attendant de l'envoyer pour le service quand le client la demande. Alors je vais repocher la deuxième tournée. Voilà. Bien secouer pour enlever l'excédent de farine. Voilà. Vous voyez, ça bouge. Bien secouer le panier pour que ça prenne l'excédent de farine. Et là, on laisse cuire environ 10 minutes. Hein. Il faut le toucher au doigt. Que le poisson soit bien croustillant, bien dur. Hein. Bien la secouer toujours. Là, les poissons cuits. Rien qu'à l'œil. Le poisson est mou encore. Bon, bah, je la replonge. Hein. Voilà. Le plus dur dans le travail, c'est de l'arranger. Parce qu'évidemment, on ne peut pas en faire deux en même temps. Hein. On prend poisson par poisson. Bon, alors là, je vais la dresser maintenant. Bien l'égoutter. Je ne mélange pas avec l'autre. Voilà. Alors, on lui met du sel fin. Voilà, ma friture est cuite. Alors, je prends du sel fin. Faut que ça soit assez salé. Hein. Alors, une petite assiette, un apron. Un apron, on va prendre un peu l'huile du poisson qui reste. Et je dresse mon assiette. Bon, il n'y a pas de présentation particulière. Hein.
C'est vraiment une recette typique de chez nous, hein. C'est très bon comme ça. Voilà. Alors, ce que je vous conseille avec cette friture, un raspberry, un petit reuilly blanc, très bon. Il va très bien avec. Voilà, alors il n'y a plus qu'à consommer maintenant. Je vous souhaite un bon appétit. Au revoir.